On a tous et toutes déjà entendu parler du karma, cette croyance qui veut que chaque action ait des conséquences. Eh bien c'est sans doute le terme qui résume le mieux la légende d'Urashima Taro dont on va parler aujourd'hui. Une légende qui va nous emmener chez le dieu dragon et même ralentir le temps. Qui plus est, vous verrez qu'il est même possible de marcher sur les traces d'Urashima Taro au Japon. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et oui, cette fois promis, pas de légendes qui font peur, pas de fantômes ou autres esprits malveillants, mais une des légendes les plus emblématiques du Japon. Un folklore pourtant pas super connu en Occident. Et c'est bien dommage. Alors on va découvrir ensemble l'histoire de ce pêcheur qui ne s'attendait absolument pas à vivre une telle aventure. Minasan, bienvenue dans le Japon de Log Japan. La particularité des contes et légendes japonais réside dans le fait qu'ils sont pour beaucoup étroitement liés au shintoïsme, et donc à la mythologie ou au bouddhisme. C'est le cas des plus anciens notamment, dont Urashima Taro fait partie. Durant le Moyen-Âge, d'autres légendes ont vu le jour, davantage liées à l'histoire, et en particulier à des personnages s'étant illustrés sur les champs de bataille. Il existe également des légendes plus modernes, mais toujours en lien avec des créatures fantastiques ou mythologiques. Et bien entendu, comme pour toute légende ou conte qui se respecte, il existe souvent différentes versions, les histoires étant parfois remaniées pour coller à l'époque en cours, et naturellement, Urashima Taro ne fait pas exception à la règle, car son origine remonte au 8e siècle. Oui, une période charnière de l'histoire japonaise dont on a déjà un petit peu parlé. Mais assez tourné autour du pot, voyons plutôt ce que nous raconte la légende d'Urashima Taro, dans sa version actuelle bien évidemment. Urashima Taro est un simple pêcheur vivant aux abords d'une plage de la mer du Japon, dans la province de Tango. Selon certaines sources, ce n'est pas un pêcheur très doué, c'est même tout le contraire. Mais un jour, Taro aperçoit des enfants qui maltraitent une tortue de mer sur la plage. Il décide d'intervenir pour secourir la tortue, et en profite pour faire la morale aux enfants. Vous remarquerez que c'est quand même plutôt généreux de sa part, parce qu'il aurait très bien pu en profiter pour redorer son blason de pêcheur en ramenant la tortue pour le dîner. Au lieu de ça, il la sauve pour de bon. Non, franchement, c'est un mec bien, ce Taro. Ah oui, au passage, Taro, c'est son prénom, bien sûr. Et vous verrez dans la dernière partie de la vidéo d'où lui est venu ce nom, parce qu'il ne s'est pas toujours appelé comme ça. La légende raconte qu'une fois sauvé par Urashima Taro, la tortue le regarda dans les yeux pendant un long moment avant de disparaître dans les flots. Bon, alors j'avoue que la tortue le regarde, c'est une chose. Il l'a sauvé, bon. Mais que lui, la regarde en retour, et dans les yeux... Alors soit elle l'a hypnotisé, soit il avait peut-être pas la lumière à tous les étages, le gars. Enfin bref, admettons. Le lendemain, Taro retourne à la pêche comme chaque jour, et il rencontre à nouveau la tortue qui, cette fois-ci, vient lui parler. Elle lui dit alors qu'elle souhaite le récompenser pour son geste, et l'invite à la suivre dans son palais sous-marin. Bon, alors, je sais pas vous, mais moi déjà si j'entends parler d'une tortue, je vais peut-être penser à consulter. Mais si en plus elle me propose de la suivre dans un palais sous-marin, j'aurais un peu tendance à me méfier quand même. Taro accepte de la suivre et se retrouve ainsi au Ryugujo, le palais sous-marin de Ryujin, le dieu dragon. La tortue se révèle alors être une femme superbe qui n'est autre que la princesse Otohime, la fille de Ryujin lui-même. Urashima Taro se retrouve ainsi être l'invité d'Otohime au palais de Ryujin, où, toujours selon la légende, il passe de délicieux moments en compagnie de celle-ci. On peut repasser cette phrase de juste une seconde, s'il vous plaît? Il passe de délicieux moments en compagnie de celle-ci. Ah ouais, non mais j'avais bien entendu alors. Bon, je crois que c'est assez clair, comme souvent dans les contes, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et si Taro n'a peut-être pas pêché beaucoup de poissons dans sa vie, ce qui est sûr, c'est qu'il a pécho Otohime. D'ailleurs, les Japonais eux-mêmes l'ont bien compris comme ça. On en a la preuve dans le court-métrage de Masaya Tsutsumi. Soft, mais explicite. Allez, on continue parce que l'histoire n'est pas finie. Au bout d'un an environ passé au palais sous-marin, Urashima Taro commença à avoir le mal du pays et souhaitait revoir sa famille. Il fit part de son intention à Otohime qui en fut très peinée. Elle tenta bien de le retenir, mais Taro avait pris sa décision. Alors, Otohime offrit à Urashima Taro un coffret nommé Tamatebako, lui faisant alors promettre d'en prendre soin comme il avait pris soin d'elle, et surtout
de ne jamais l'ouvrir. Taro promit à la princesse de respecter sa volonté et de ne jamais oublier les moments passés en sa compagnie, et lui fit ses adieux. Il tomba aussitôt dans l'inconscience, et lorsqu'il revint à lui, il se trouvait de retour sur la plage, serrant toujours le coffret contre lui. Faut avouer que la nostalgie, parfois, ça fait faire des trucs bizarres, pour pas dire incompréhensibles. À son retour, Urashima Taro se rend très vite compte que quelque chose ne va pas. Il rencontre des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus, et surtout, sa famille n'est plus là. Tout a changé, il ne reconnaît plus rien. Et pour cause, il découvre que, bien qu'il n'ait passé qu'1 an au palais de Ryujin, depuis son départ, plus de 300 ans se sont écoulés dans son monde. Alors là, il faut reconnaître que le gars qui a écrit cette histoire était fichtrement balèze. On ne sait pas qui est l'auteur, mais sérieux, vous vous rendez compte que celui ou celle qui a pondu ça avait découvert la théorie de la relativité quand même. Au 8e siècle, Einstein n'a aucun mérite en fait, il a dû tout simplement lire un jour la légende d'Urashima Taro, et là, bim! Bon sang, mais c'est bien sûr, E égale MC2! Et hop, filez-moi le prix Nobel de physique! Ah, il était pas con, Bébert, hein? Alors que celui qui a imaginé le conte d'Urashima Taro, bah tout le monde l'a oublié, et tant pis pour sa gueule. Déprimé, Urashima Taro passe alors son temps à scruter l'horizon, espérant voir revenir la tortue. Mais celle-ci ne revint jamais, bien entendu. Oubliant alors la promesse faite à Otohime, poussé par la curiosité et le désespoir, Taro ouvre le Tamatebako. Et de celui-ci s'échappe alors une fumée blanche qui le transforme instantanément en un pauvre vieillard. Il entend alors la voix d'Otohime qui lui fait comprendre qu'il n'aurait pas dû rompre sa promesse. Le coffret contenait toutes les années écoulées dans le monde réel et l'immortalité dont bénéficiait Urashima Taro. Le Tamatebako ouvert, il avait ainsi retrouvé son âge réel et n'avait plus qu'à attendre la mort. Aïe! Là, ça fait mal. Et bien sûr, cette triste fin apporte une morale, comme c'est souvent le cas dans les contes. Ici, on retrouve le karma dont je parlais en introduction. En gros, une bonne action est récompensée, mais une mauvaise décision finit toujours par se payer cher. En choisissant de quitter Otohime, Urashima Taro a pris un gros risque qui s'est retourné contre lui. Mais vous allez voir que dans une autre version, la fin est un peu plus poétique. Si la version actuelle de la légende date du début du XXe siècle, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour en retrouver les premières traces écrites. Elles apparaissent notamment dans le Nihon Shoki et le Man-yoshu, 2 écrits du 8e siècle dont on a déjà eu l'occasion de parler dans d'autres vidéos. Alors je vous renvoie notamment à la vidéo consacrée au mythe d'Izanagi et Izanami, ou encore à celle sur Jinmu. Au passage, rappelons quand même que ce sont là les premières traces écrites dans l'histoire du Japon. Il y a donc fort à parier que la légende d'Urashima Taro soit bien plus ancienne encore, mais comme elle ne se transmettait qu'oralement, impossible de savoir de quand date sa création. On pense que cette légende a été mentionnée pour la première fois dans le Hudoki de la province de Tango au début du 8e siècle. Un Hudoki était un rapport que chaque province devait alors rédiger afin d'y consigner toutes sortes d'informations historiques et géographiques. Il n'en reste pratiquement plus un seul de nos jours. Et n'oublions pas qu'à cette époque, histoire, mythe et légende étaient étroitement liés. Il n'est donc pas très étonnant que l'histoire d'Urashima Taro se retrouve dans un Hudoki. Dans cette première version, son nom n'est d'ailleurs pas encore Urashima Taro, mais Ura no Shimako. L'autre principale différence réside dans le fait qu'il ne sauve pas vraiment la tortue. En tant que pêcheur, il l'attrape, mais celle-ci se transforme alors en femme, la princesse Kame, ce qui signifie tortue. Celle-ci lui avoue qu'elle a fini par avoir des sentiments pour lui à force de l'observer, et l'emmène non pas au fond de la mer, mais sur une île peuplée d'immortels. La suite rejoint la légende actuelle. Après avoir vécu quelque temps avec la princesse, Ura no Shimako retourne chez lui avec la fameuse boîte. Mais la princesse Kame précise ici qu'il ne doit pas l'ouvrir s'il souhaite un jour revenir sur l'île auprès d'elle. La fin est néanmoins identique, 300 ans ont passé, et dans son désespoir, Ura no Shimako ouvre la boîte. L'histoire est ensuite remaniée durant l'époque Muromachi, entre le XIVe et le XVIe siècle. C'est à ce moment-là qu'Ura no Shimako devient Urashima Taro. Taro était un prénom très répandu à cette période car il était souvent donné à l'aîné des garçons d'une fratrie. L'autre principale différence se situe à la fin, puisqu'au lieu de vieillir brusquement, Urashima Taro se transforme en grue. Je vous l'avais dit que c'était un peu plus poétique, et entre nous, moins triste d'une certaine manière.
Enfin, la légende est remaniée vers la fin de l'ère Meiji, début 20e. C'est la version que l'on connaît actuellement, et l'accent est mis sur le côté moralisateur. On décide même de l'intégrer au manuel scolaire. Une sorte de leçon de morale, comme ça a pu exister également chez nous, si on veut. Le héros est récompensé de son geste bienveillant, mais il est ensuite puni pour avoir désobéi et s'être montré trop curieux. Le karma, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, on utilise ce terme un petit peu à tort et à travers aujourd'hui, mais c'est une notion que l'on retrouve dans plusieurs religions, dont le bouddhisme. Or, lors du remaniement de l'époque Muromachi, certains éléments de la pensée bouddhique ont été ajoutés à l'histoire d'Urashima Taro. Donc, pour moi, ça fait sens. Quoi qu'il en soit, il existe certains endroits au Japon bien réels, ceux-là, dédiés à Urashima Taro, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il existe de nombreux endroits liés à la légende d'Urashima Taro au Japon. L'un des principaux est le sanctuaire Urashima Jinja. Il se situe dans le village d'Ine, au nord de Kyoto, dans la province de Tango, où la légende place l'histoire d'Urashima Taro. On trouve même dans ce sanctuaire la fameuse boîte Tamatebako que la princesse aurait donnée à Taro. Une curiosité supplémentaire à visiter dans cette région qui compte également, non loin de là, la baie de Miyazu. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est là que se trouve notamment Amano Hashidate, l'un des Nihon Sankei, les 3 plus beaux paysages du Japon. Je vais pas m'y attarder ici parce que j'y consacrerai une vidéo complète un jour. En tout cas, sachez que ça vaut vraiment la peine d'être vu. Autre lieu notable lié à Urashima Taro, mais beaucoup plus au sud, le sanctuaire Ryogo Jinja, qui se trouve à Ibusuki, dans la préfecture de Kagoshima. Celui-ci est dédié au dieu dragon, Ryujin, et de plus, selon la légende de ce sanctuaire, c'est ici que serait né Urashima Taro. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la logique, d'un point de vue purement géographique, je veux dire. Parce que vu que la légende situe l'histoire sur les bords de la mer du Japon, dans la province de Tango, comme on vient de le voir, j'ai quand même un sérieux doute sur le fait que Taro soit né aussi loin. Enfin, si on commence à chercher une logique dans les contes, on n'a pas fini. Et puis ceux qui cherchent la logique dans les comptes, ce sont les experts comptables d'abord. Les comptes, C-O-N-T-E, les contes de fées, pas les contes courants. Oh punaise, si ça part dans ce genre de jeu de mots pourris, je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là avant que ça dégénère. Vous avez bien raison, monsieur le comte. Oula, il est en roue libre lui aujourd'hui, Bon, avant qu'on se quitte, je voudrais préciser que, pour celles et ceux qui voudraient voir en entier le court-métrage de Masaya Tsutsumi, dont j'ai repris quelques extraits, il est disponible sur YouTube, sur la chaîne Tic Tac Movie. Je vous mets le lien en description. Alors c'est en japonais, bien sûr, mais sous-titré en anglais. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la visionner que j'en ai eu à la faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le clap, vous savez, c'est LAP, commentaire, like, abonnement si c'est pas encore fait, et partage. C'est super important parce que c'est le seul moyen d'aider une micro-chaîne comme celle-là à grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!